Donc bienvenue et merci de nous rejoindre pour Campus TV. Donc Gérard Darvé, Fabrice Lhomme. Je ne suis pas trompé? Non. Super. Moi c'est Gérard Davet. Davet, excusez-moi. C'est pas grave. Et Fabrice Lhomme, très bien. Donc, premièrement, votre présence sur le campus de l'Université de Pau? Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le cadre de la parution de ce livre et même des livres précédents, on a toujours souhaité venir expliquer notre travail. Et une chose, c'est de venir vendre des livres dans une librairie et de les dédicacer, c'est très bien. Mais l'autre chose, c'est aussi d'expliquer le travail de journaliste qu'on fait. Nous ne sommes que des journalistes, et d'expliquer comment nous avons travaillé, en quoi c'est critiquable, en quoi ça ne l'est pas, qu'est-ce que ça apporte au débat. Bref, transmettre aux étudiants, et nous on a des enfants qui sont étudiants, et on sait à quel point c'est important pour eux. Présentation succincte du livre pour les spectateurs qui ne connaîtraient pas. Un président ne devrait pas dire ça, livre de 660 pages aux éditions Stock. Les conditions d'écriture de ce livre, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors c'est vrai qu'avec Gérard, on a l'habitude de faire des livres comme des articles ensemble. C'est vrai que c'est particulier, puisque par définition, quand on est sur un clavier d'ordinateur, on n'écrit pas à quatre mains, c'est compliqué. Donc, nous, on a une méthode qui est assez simple, c'est qu'on se répartit un peu par chapitre, en l'occurrence. Il y en a toujours un qui commence, en fait, qui fait, on va dire, un premier jet en termes d'écriture, et celui qui n'a pas la main passe derrière pour y mettre sa patte, reprendre ce qui va ou ce qui ne va pas plutôt, ajouter des choses, en retrancher, après avoir échangé, discuté. Et ensuite, il y a plusieurs allers-retours comme ça, qui font qu'à la fin, vous avez un produit fini qui est un peu lissé. Et le résultat, c'est qu'en réalité, à la fin, on ne sait même plus nous-mêmes qui a commencé à écrire tel ou tel article ou tel chapitre, puisque ça a été tellement remixé par l'un et l'autre que ça fait vraiment une synthèse pour le coup. Mais une synthèse qui est facile à trouver, très honnêtement, parce qu'en fait, on écrit un petit peu de la même manière. Alors, il y a quelques différences. Gérard est plus à l'aise ou préfère les éléments plus humains, quand il y a un peu plus de chair. Moi, j'ai plus attaché à la rigueur des faits, à la précision, etc. Bien sûr, mais globalement, on a la même approche, on va toujours commencer par les mêmes éléments, on va avoir la même idée pour finir un chapitre comme pour finir un papier, etc. Donc c'est pour ça que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'on a quelques différences qui font notre complémentarité, mais dans la façon d'écrire globalement, d'appréhender un sujet, on est vraiment les mêmes, quoi. Comment est-ce que vous en êtes venu à écrire ensemble sur ces sujets? Par exemple, je sais que vous avez fait plusieurs livres, Sarko s'est tué. Oui, on a fait Sarko m'a tué, Sarko s'est tué. Ouais, on a fait 6 livres ensemble. Fabrice, on avait fait 2 autres avant. 3 peut-être d'ailleurs. 3, je crois. 3 autres avant, ouais. Donc c'est vraiment... l'écriture de livres, c'est vraiment pour nous, non pas un exutoire, mais une liberté. C'est-à-dire que notre travail de journaliste au quotidien nous prend beaucoup de temps pour le monde. Mais il y a une limite qui est une limite évidemment d'espace dans le monde. On ne peut pas écrire trop en longueur, même si au monde déjà on est gâté. Donc du coup, quand parfois on trouve un sujet qui nous donne envie d'aller plus loin, plus en longueur, plus en profondeur, avec plus de temps, on se dit qu'on va le faire, on va le transformer en livre. C'est ce qui s'est passé sur ce dernier livre, où on s'est dit qu'effectivement, si on pouvait rencontrer très régulièrement le président de la République, ça donnerait lieu forcément à un livre d'enquête intéressant. Donc comment ça naît? Ça naît tout bonnement dans l'esprit de l'un ou de l'autre, au cours d'un repas, d'un déplacement, d'une soirée. Et on se dit, tiens, si on faisait ça, et puis si l'autre match, si l'autre dit ouais ça peut le faire, et on avance, on fait un jeu de ping-pong verbal, et puis au bout d'un moment on se dit on va le faire. Et là c'est à partir du moment où on passe de l'idée à la concrétisation, et ça on aime bien quand ça va assez vite. Donc on a un éditeur qui en général dit oui et qui est intéressé par ce qu'on fait, et donc tout de suite on passe à la concrétisation, et là on y va à fond, quoi. Comment il est, monsieur François Hollande? C'est un homme sympathique d'abord. Il est chaleureux, convivial, spirituel. Enfin, voilà, c'est un homme qui a humainement un certain nombre de qualités que lui reconnaissent d'ailleurs même ses adversaires politiques. Il est réputé pour être comme ça. Il connaît beaucoup de journalistes qui eux-mêmes ont toujours aimé le fréquenter parce qu'il a toutes ses qualités humaines, il a toujours le bon mot, etc. Après, la gageure de rencontre avec ce genre de personnes, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'empathie. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un est sympathique que vous devez tomber en empathie. Et ça, il faut donc résister. Je pense que c'est ce qu'on a fait, parce que j'allais dire, c'est facile de copiner entre guillemets avec un homme comme François Hollande. Il se prête à ça. Sans doute qu'il en joue aussi. C'est un charmeur en fait. C'est un charmeur
qui aime charmer ses interlocuteurs à la fois parce que je pense que c'est sa personnalité, il aime bien discuter avec les gens, il aime vraiment ça, et en même temps il y a aussi un petit intérêt derrière purement politique, hein, l'idée de se dire que plus je suis avenant avec mes interlocuteurs, plus ils seront sympas avec moi. C'est assez logique. Donc nous, tout de suite, on a mis des barrières, entre guillemets, en restant évidemment tout à fait cordiaux et courtois avec cet homme-là, évidemment, mais on a pris garde, par exemple, à ne jamais le tutoyer, à ne pas entrer dans sa sphère privée et réciproquement. Quand, par exemple, les quelques fois il est venu dîner chez Gérard ou chez moi, à chaque fois, on prenait bien soin d'évacuer, entre guillemets, nos familles respectives, afin qu'il n'entre pas dans... que ne se crée pas une espèce de complicité qui aurait été déplacée, qui aurait été gênante pour nous. Donc, voilà, on a posé des barrières et on a essayé de s'y tenir jusqu'au bout, et je pense qu'on y est à peu près parvenu, mais c'est vrai que parfois, des personnes qui s'ouvrent autant et qui donnent le sentiment d'être personnes aussi sympathiques, c'est pas facile, il faut résister. Mais bon, on a tous les deux 50 ans, maintenant on a pas mal d'expérience et on sait comment se protéger par rapport à cette forme de risque. Donc une question pour vous, monsieur Darvé. Davé, je vais y arriver. Je vais y arriver. On parlait, à l'époque de la sortie du livre, d'un suicide politique. Il y a énormément de déclarations dans ce livre, de propos tenus qui ont fait que M. François Hollande s'est mis un peu dans le pétrin, pour parler poliment. Peut-on aujourd'hui parler d'un suicide politique à l'heure où on sait que M. François Hollande ne s'est pas représenté à la candidature de 2017 ? Est-ce que vous pensez que ce livre a été un poids dans la balance pour éviter qu'il se représente ? En tout cas, si c'est un suicide politique, moi je dirais que c'est vraiment un suicide assisté, hein, parce que c'était une opération parfaitement journalistique au départ de l'autre côté, et du sien, c'était une opération politique de communication, c'est-à-dire qu'il souhaitait, à travers nous, pouvoir expliquer la genèse de ses décisions, éventuellement regagner un peu de popularité, potentiellement repartir en campagne pour un second quinquennat, et c'était son souhait. Et nous, on souhaitait simplement faire vivre une expérience journalistique à nul autre pareil, et essayer de faire à l'arrivée un livre qui permettrait de donner des clés aux citoyens pour qu'ils comprennent exactement, qu'ils soient de gauche ou de droite, comment ça marche le pouvoir en France. Donc il y a eu cette espèce de rencontre entre deux volontés, et à l'arrivée ça a donné lieu effectivement à un livre qui a précipité le destin de François Hollande, dans le sens où il n'imaginait pas ce que certaines phrases de sa part, qui ne sont pas pourtant les plus importantes, hein, qui déboucherait sur autant de contestations, de polémiques, même d'agressivité de la part de ceux qui le soutenaient. Je pense à Claude Barthelone ou Manuel Valls. Donc si vous voulez, le principe c'était, en gros, je me fâche avec tout le monde à travers quelques petites phrases, et quand on n'est pas populaire du tout au départ, se fâcher en plus avec ses amis, ça ne facilite pas les choses. Donc c'est en ça que je pourrait parler éventuellement de suicide assisté, mais ça s'arrêtera là, parce que il est parfaitement maître de son langage, de ce qu'il dit, de ce qu'il pense, et notre travail à nous, c'était de lui faire dire exactement ce qu'il pensait. Et à l'arrivée, c'est ce qui s'est passé. Monsieur Lhomme, donc, comme je le disais plus tôt, on est donc en fin de quinquennat. On va parler un peu de Hollande bashing. C'est une expression qui est arrivée au début du quinquennat, sur les erreurs de Hollande, sa communication en général. Je pense à la foudre qui tombe sur l'avion, ce genre de choses un peu qui ont fait la légende François Hollande. On peut parler de ça. Est-ce qu'on peut parler d'exagération aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut parler de catalyseur à frustration ? Est-ce que c'est pas un peu exagéré quelque part ? Oui, il ne faut pas oublier que le Hollande bashing a succédé à un autre bashing qui était le Sarko bashing. Alors sans doute qu'il y avait des raisons. Hein. Sous Sarkozy, on est bien placé pour en parler, puisqu'on a révélé, on va dire, un certain nombre d'aspects obscurs ou sombres de sa personnalité ou de son management. Donc évidemment, on y a contribué, mais on l'assume totalement. Après, concernant Hollande, oui, sans doute que ça a été exagéré dans le sens où on a eu le sentiment dès le départ que sa présidence était catastrophique et qu'elle devait l'être, et que ça n'a cessé d'être confirmé et d'être amplifié. Il y avait des raisons pour penser qu'effectivement tout n'allait pas bien, mais comme on l'explique dans le livre, tout n'a pas été mauvais non plus. Et voilà, on voit bien qu'il y a eu peut-être une exagération, je ne sais pas, mais en tout cas une amplification de ce qui allait mal. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas si ça tient uniquement à la personnalité de Hollande ou si c'est une question d'époque. On voit bien qu'aujourd'hui, honnêtement, faire de la politique, c'est quand même très très dur. Il faut le reconnaître. La classe politique a mauvaise réputation, les hommes politiques ont une mauvaise image.
faut quand même jamais oublier, contrairement à ce qu'on pense, ils ne sont pas tous pourris, tous tordus, tous incompétents, etc. Il y a quand même des gens aussi de qualité, il y a des gens intègres. Après, François Hollande, qui a pas mal de défauts, on les expose dans le livre, il a au moins une qualité, tout le monde peut lui reconnaître, nous on l'a observé ça, on l'a pu le confirmer, c'est qu'il est intègre. Et pourtant, il y a eu du bashing. On a le sentiment que les Français sont tellement las de leur classe politique qu'en fait, dès qu'il y en a un qui monte, on lui tombe dessus. On pourrait aujourd'hui parler de Fillon bashing quelque part. Il y a aussi du Fillon bashing dans le sens où on voit qu'on est en train de décortiquer tous les aspects de sa vie professionnelle ou politique, etc. Et tout est retenu en quelque sorte à charge. Alors qu'il y a 2 ou 3 mois, lorsqu'il était plutôt l'outsider, on s'y intéressait pas tellement. Je pense que c'est une donnée nouvelle de la vie politique. Il faut donc que les hommes politiques soient vraiment plus que clean s'ils veulent se présenter aux plus hautes fonctions. Après, nous, journalistes, ça ne doit pas nous dispenser aussi d'une réflexion et de savoir si parfois, et on s'inclut, Gérard et moi, là-dedans, parce que nous, parfois, on a tapé fort par rapport à des affaires politico-financières, etc. Bien réfléchir à ce qu'on fait et savoir quand même que si on tombe dans une forme d'exagération, on sait ce que ça va nourrir, on sait ce que ça va donner. Ça a un nom, ça s'appelle le populisme, c'est très en vogue, et on sait que le populisme n'est absolument pas une réponse aux dérives de la classe politique. Il y a une étude qui a été faite récemment, je crois par un organisme international, sur les facteurs d'effet de corruption, voir où en était la corruption dans le monde, et qui montre, c'est très intéressant, que les pays qui ont versé dans une forme de populisme, comme la Hongrie, alors maintenant les États-Unis, on n'a pas encore eu le temps de voir les résultats, etc., mais c'est des pays dans lesquels la corruption augmente après que les populistes soient arrivés au pouvoir. Donc on voit bien que le populisme, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Un mot sur le journalisme actuel. Nous, on n'aime pas se donner des leçons ou expliquer ce qu'on devrait faire. Simplement, il y a une constante qui est que le journalisme d'enquête permet de comprendre les enjeux, de mieux cerner ce qui se passe derrière les gens, derrière les rideaux fermés du pouvoir. Les enquêtes du Canard enchaîné sur François Fillon, par exemple, permettent de mettre à jour une face de la personnalité de François Hollande, de François Fillon, qu'il n'aurait peut-être pas souhaité qu'elle sorte. Ce sont les journaux d'enquête, c'est-à-dire les journaux qui cherchent quelque chose qui n'est pas évident, qui permettent ça. Et par exemple, aux États-Unis, il y a aussi pas mal de révélations sur le passé de Donald Trump qui sont sorties. Alors ça n'a pas empêché son élection. C'est peut-être pas le but d'ailleurs, mais au moins ça permet aux citoyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Donc je pense qu'on vit des temps troublés, on vit des temps compliqués, et que dans ces temps-là, s'il y a un journalisme qui doit faire la différence, c'est le journalisme d'investigation, d'enquête, qui permet de comprendre à qui on a affaire. Voilà. Moi, si j'avais un seul truc à dire, ce serait celui-là. Je pense vraiment que aujourd'hui, il y a de la place pour être journaliste et il y a de la place pour le journalisme d'enquête encore plus qu'avant. Question un peu plus personnelle que j'avais d'ailleurs posée à Madame Ockrent lors de sa venue. Alors, je suis étudiant. Je suis issu d'une génération un peu dépolitisée. On a connu que les crises, les affaires. Et aujourd'hui, on est dans une impasse parce que je sais que mes contemporains, quand on entend parler politique, on hoche la tête, on lève les yeux, ça ne m'intéresse pas. Enfin, une génération très pragmatique qui s'inquiète uniquement des sujets quand les sujets les concernent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces étudiants qui aujourd'hui ne se sentent absolument pas concernés par la politique en général et par la responsabilité de ce que ça implique, quoi, tout simplement. D'abord, moi je ne suis pas si pessimiste que ça, dans le sens où je pense que parmi les plus jeunes, notamment les étudiants, et comme disait Gérard, on a des enfants qui sont à cet âge-là, donc on voit bien comment ils réagissent, ce qu'ils pensent, etc. Il y a quand même une forme d'intérêt pour la politique, mais faite autrement. Donc moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est justement la classe politique qui doit s'adapter, qui doit changer pour parler à cette jeunesse qui en fait a envie de ça, a envie qu'on lui parle mais autrement, qu'on lui parle vrai, qu'on lui parle concret, etc. C'est un peu, on voit bien que c'est ce qui se passe avec le phénomène Macron qui plaît beaucoup aux jeunes. Il touche sur quelque chose, il donne un sentiment en dehors du fond, sur la forme d'arriver à parler plus vrai. C'est peut-être faux, mais en tous les cas, il donne l'impression, ce sentiment-là. On voit bien que justement, ce qui fait en train de contribuer à la chute de Fillon, c'est l'impression qu'il représente la vieille politique. La politique des arrangements, des combines, des choses qu'on cache un petit peu, etc., qui ne doivent pas intéresser les Français, etc. Tout ça est condamné. Donc il faut que la classe politique, d'abord, c'est de elle que peut venir la révolution. Et ensuite, les plus jeunes, justement, il faut leur dire, mais si, engagez-vous en politique, intéressez-vous à la politique, et surtout ne tenez pas comme acquis le fait que
ils sont tous pourris, tous corrompus, ils vous envoient tous dans le mur. Non, simplement, c'est vrai qu'il y a une volonté de transparence qui se manifeste dans la société. Nous, journalistes, on y contribue. Je pense que c'est positif. Il y a un aspect négatif, c'est évidemment comme on sort plus d'affaires qu'auparavant, parce qu'après tout, dans les années 70, on pouvait avoir une bonne image de la classe politique, mais il y avait de la corruption à tous les étages dans les années 70, sauf qu'on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle, donc c'est plutôt une bonne chose, mais il ne faut pas en conclure que la politique, c'est devenu tout sale et tout pourri. Non, ça l'est pas forcément plus que dans les années 70, je pense que ça l'est moins. Donc, il faut garder la foi quand même dans la démocratie française, notamment, s'investir et voilà, j'allais dire juger sur pièce plutôt que d'avoir des grandes idées en disant oh, de toute façon ce monde-là il ne me parle pas. Non, il y a encore des hommes et des femmes politiques qui ont des choses à dire, peut-être plus à l'échelon local, etc. Mais donc faut pas lâcher là-dessus. Il faut toujours s'investir, s'y intéresser à la politique. J'ajouterai un truc, c'est que moi, quand à 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, je ne m'intéressais pas à la politique. J'avais d'autres centres d'intérêt. Et c'est venu au fur et à mesure, et c'est devenu une passion maintenant. Donc rien n'est jamais perdu en ce qui vous concerne. Et deuxièmement, là aujourd'hui, ce qui change par rapport à mon époque, c'est qu'à mon époque, on oscillait entre quoi? On oscillait entre Giscard, Chirac, Mitterrand. C'était de toute façon, ça se ressemblait assez souvent. Aujourd'hui, il y a un grand danger qui menace, quoi. Le danger lepéniste, le danger populiste à l'extrême. On peut se réveiller un matin avec un Donald Trump au pouvoir. C'est arrivé, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la génération Y n'a plus le droit de se dire dépolitisée. Je pense qu'elle a le devoir de s'intéresser à ce qui se passe. On n'est pas forcément de gauche, on n'est pas forcément de droite, mais on a le droit de savoir ce qu'on ne veut pas. Voilà. Et ce qu'on ne veut pas, c'est les populistes, les extrémistes, qui vous empêchent justement d'accéder qui empêche toute vie de s'épanouir. Voilà. Donc ça, c'est important. Vous parliez de populisme tout à l'heure, donc je me permets de rebondir un peu sur M. Mélenchon, qui, non sans parler de populisme à l'extrême, aujourd'hui est souvent catégorisé de populisme par ses adversaires, et notamment parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à son sujet, c'est qu'aujourd'hui, M. Mélenchon a effectué un virage à 190 degrés dans sa communication, et maintenant il est sur YouTube. Alors c'est d'ailleurs le youtubeur numéro 1 en matière de politique, c'est-à-dire qu'il a vraiment évolué en matière de communication et de médias. Maintenant il ne passe plus, enfin il passe toujours par les médias traditionnels, mais il est surtout sur YouTube et il a vraiment transformé son image pour s'adapter aux méthodes actuelles. Alors, un petit mot dessus. Justement, quand vous parliez du fait de savoir si Mélenchon était populiste ou pas, oui, sans doute qu'il est populiste. C'est un populisme à part, un populisme plutôt de gauche, effectivement. Et son rapport aux médias est un rapport typiquement populiste. En tout cas, ça remplit toutes les cases du populiste qui, en général, rejette les médias, les met dans un bloc. C'est-à-dire qu'il y a le monde des médias qui est uniformisé comme une espèce d'ennemi du peuple. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la technologie en offre la possibilité aujourd'hui, on saute au-dessus de la case média. C'est-à-dire qu'on considère que les médias ne servent à rien, qui sont des empêcheurs de communiquer en rond. Et donc on s'adresse directement à ses concitoyens en disant, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Alors évidemment, c'est plus efficace puisque comme ça, il n'y a pas la contradiction, puisque s'adresser sur YouTube aux gens qu'on vise, c'est très facile. Nous, on pense que c'est dangereux, effectivement. Ça contribue au discrédit des médias. Ça en rajoute sur le discrédit des médias. Mélenchon est fondé à critiquer les médias. Il a le droit, d'abord. Et par ailleurs, je pense que parfois, il a raison. Sur certains points, il n'a pas tort. Mais il faut discuter avec les médias et surtout ne jamais oublier que quand vous voulez définir, prenez une carte du monde, vous voulez définir ce qu'est une démocratie, il y a un critère qui ne trompe jamais, c'est savoir s'il y a une presse libre et éventuellement puissante. Voilà, si on suit une logique mélenchoniste, ça veut dire quoi? On se passe des médias? Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on se passe de ce qui fait le sel d'une démocratie. Même si les médias sont agaçants, même si certains journalistes sont insupportables, oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est un moindre mal en quelque sorte. C'est la condition nécessaire à une bonne vie démocratique. Eh bien, on va conclure. Je vous remercie pour Merci à vous. Merci de votre présence. Merci pour les questions. C'est un plaisir. Au plaisir. Et puis à la prochaine fois. Ouais. Merci.